Hello, hello, bienvenue dans ce nouvel épisode de Chérie pose le doudou et je retrouve mon acolyte de podcast, Serge, mon cher et tendre époux, pour parler d'un sujet qui nous tient à cœur. Un vaste sujet du coup qui a fait souvent débat, pour lequel on a souvent eu des questions et qu'on ne savait pas sous quel format pouvoir l'aborder. Et vraiment, le podcast pour nous, c'est l'opportunité d'aller aborder ce sujet-là avec vous. Quand on devient parent, on pense souvent à l'organisation, à la chambre, on pense à la fatigue, on va penser à l'amour qu'on va transmettre et qu'on porte à ce tout petit être qui n'est pas encore arrivé ou qui vient tout juste d'arriver. Mais on oublie souvent un aspect primordial de la relation de couple et qui revient pourtant souvent dans les questions justement qu'on nous pose dans nos accompagnements, L'intimité. l'intimité. Bien souvent, on a des femmes et des hommes qui viennent nous voir et dans leur phrase, ça va être: «On ne se touche plus. Je n'ai plus envie de lui, je n'ai plus envie d'elle». Ou ils réclament: «Mais moi je suis épuisé, j'ai pas d'espace mental pour ça». Ou encore: «J'aimerais qu'elle me regarde comme avant. Je n'ose pas lui dire que je me sens seule». On parle souvent de sommeil, de charge mentale, d'éducation, mais très rarement de ce qui se passe sous la couette, ou plutôt de ce qui ne se passe plus. Comment retrouver l'intimité après l'arrivée de bébé? Et honnêtement, ce sujet, il est vaste. Alors aujourd'hui, on a décidé d'en parler. Pas que comme des experts, mais aussi en tant que couple, parce qu'on est passé par là. Un couple qui a traversé ça, qui en a pleuré, ri, douté, désespéré, et qui apprend encore à reconstruire cette intimité-là autrement. Et surtout, ce qu'on veut vous dire, c'est que c'est pas une fatalité si aujourd'hui votre intimité est peut-être inexistante ou que vous avez des difficultés. C'est pas une fatalité. Ce n'est pas la fin de votre désir. Ce n'est pas foutu pour toujours. On a l'habitude d'entendre ça. Et surtout, pendant ce podcast, on veut vous partager 5 clés simples et concrètes pour reconstruire votre intimité pas à pas, sans pression, sans forcer, juste avec amour et vérité. OK? Alors c'est parti. Mettons les bons mots, parce que oui, pour beaucoup de couples, l'intimité devient floue, tendue, voire absente pendant un moment après l'arrivée d'un enfant. L'intimité, ce n'est pas qu'une question de sexualité, en fait. C'est d'abord une question de lien affectif, corporel et émotionnel entre deux personnes et de la place que l'on se donne encore comme couple. Quelle est la place du couple une fois que l'enfant est arrivé, une fois que cette famille se construit? Elle peut exister sans pénétration, sans sexualité classique et même sans désir sexuel immédiat. D'ailleurs, selon le docteur, l'intimité, c'est d'abord oser se montrer vulnérable à l'autre, se laisser approcher, créer un espace de sécurité, de confiance, de tendresse. Le coït n'est qu'une des nombreuses formes que peut prendre l'intimité. Ce qu'il faut savoir, selon l'IFOP, 22% des femmes ont accepté d'avoir un rapport sexuel après l'accouchement ou dans les mois qui ont suivi sans en avoir réellement envie, juste pour faire plaisir. Et je mets bien des guillemets. Et dans beaucoup de couples, la reprise de la sexualité peut prendre plusieurs mois, voire plus d'un an. Quand on regarde les chiffres, en fait, qui ont été donnés, 50% des couples retrouvent une activité sexuelle dans les 6 mois après la naissance d'un enfant et 97% dans les 12 mois. Donc, vous voyez, ça peut prendre du temps, en fait, cette remise en action de l'intimité et surtout de la sexualité à proprement parler. Donc, si jamais vous êtes de jeunes parents, ça fait moins de 6 mois du coup que vous êtes parents et que vous avez cette impression qu'il n'y a plus de désir l'un pour l'autre et vous commencez à vous poser des questions, rassurez-vous, vous vous rendez compte maintenant
vous êtes dans les chiffres, vous êtes dans les stats. Ça fait partie aussi du cheminement, en fait, de cette nouvelle naissance que représente l'arrivée d'un enfant pour chaque parent. Mais si vous êtes ici avec nous, peut-être que vous nous connaissez déjà, on veut faire mentir les chiffres. On est d'accord, ça c'est des statistiques et c'est pour ça qu'on veut vous donner des clés pour vous permettre d'améliorer votre intimité vraiment dès l'arrivée de l'enfant, que vous pensiez peut-être même pendant la grossesse à comment vous allez le faire au fur et à Différemment, mesure et l'adapter. différemment. Et c'est vrai que à travers notre histoire et ce qu'on va vous partager, on espère vous encourager également. Mais si là, en écoutant, vous ne vous reconnaissez pas, parce que peut-être que pour vous, tout va bien. Il faut savoir que pour certains couples, cette période, en fait, peut devenir un véritable tournant positif. Un moment où l'amour devient plus tendre, plus vrai, plus enraciné, et parfois même un moment où le désir se réinvente, où la sexualité devient plus intense, plus consciente, plus incarnée qu'avant. Parce que voir l'autre devenir parent, ça peut aussi raviver l'admiration, renforcer la complicité et donner envie de se rapprocher autrement. Ok. Pour être honnête, par rapport à moi, après la naissance de notre premier garçon, Evan, au départ, ça se passait bien. On avait retrouvé une intimité émotionnelle et physique assez rapidement, je dirais au bout de 15 jours, parce que c'était les conseils qu'on nous avait donnés, surtout laissez pas traîner, ayez un rapport dans le mois. Et en fait, ben nous, on était jeunes et on se disait, ok, bah c'est qu'il faut le faire. En sachant que pour moi, mes accouchements se sont bien passés. Le premier notamment, j'avais eu une petite déchirure, mais pas d'épisio, pas de césarienne. Donc, j'avais la capacité, entre guillemets, physique de le faire. Euh, et donc, on avait commencé assez rapidement et tout se passait bien Oui, jusqu'à à peu près, je dirais, les 6 mois, à peu près 6 mois après la naissance d'Evan, où là, ça a commencé à dégringoler. J'avais commencé à ne plus avoir d'envie. Pas juste sexuelle. Aucune envie, par exemple, que on me touche, que ce soit Serge ou que ce soit même mes parents, de me prendre dans les bras. Je voulais plus qu'on me touche. Je voulais plus qu'on me parle d'intimité. Tu te rappelles, c'était oui. vraiment devenu comme un. Tu me sortais, oui, viens, on va faire l'amour, on va faire un câlin, et tu avais une espèce de barrière là qui monte d'un coup. Et je voulais pas non plus qu'on m'attende. Genre, oui, ben, allez, c'est bon, je vais te stimuler un peu et je sais que ça va marcher. Parce que pour moi, en fait, j'étais épuisée. J'avais commencé au départ à me dire, ok, 3 mois, normalement, un bébé, c'est ce que j'avais lu, il dort. Donc, au bout de 3 mois, normalement, je recommencerai à avoir une vie, entre guillemets, normale. Bon, je mets beaucoup de guillemets parce que c'est comme ça que je le vois. Mais en fait, ça s'est pas passé du tout comme moi, je l'avais dans la tête. J'avais commencé à être en dépression postpartum. Et du coup, je me sentais épuisée, je me sentais débordée. Et même un câlin. Serge s'approchait de moi, j'avais un geste de recul, Oui. mais c'était fou parce que pour moi, à ce moment-là, c'était vraiment trop. Je voulais plus. Et pendant longtemps, je me suis dit, bah, c'est moi le problème. Parce que, parce que réellement, j'aimais notre intimité, j'aimais la sexualité qu'on avait tous les deux, celle qu'on avait avant que bébé arrive, mais là, je rejetais tout, mais tout. Et moi, je le vivais très mal. J'étais hyper frustré. Je ne comprenais pas ce qui se passait parce que justement, j'avais cet arrière-plan du coup de comment c'était au début. Et même une fois que Evan était arrivé, du coup, ça a continué à fonctionner. Mais là, d'un coup, En sans fait, crier gare, même sans pendant la forcément grossesse, d'alerte. Oui, même pendant la grossesse, en fait, tout s'était hyper bien passé. Ça oui. s'était même décuplé On pendant a dû s'adapter à au quelques quatrième moments, mois. effectivement, selon Au le. quatrième mois, j'ai eu, bah, après la phase hormonale intense des nausées,
au 4e mois, en fait, quand tu regardes, oui, j'ai eu une poussée d'hormones. Oui. Purée, ma libido, elle explosait les plafonds. Et Donc, là, ouais. c'est ça. Et là, du coup, comme tout avait chuté, que je comprenais pas, qu'il n'y avait pas forcément eu de signaux d'alerte réels, ou du moins, peut-être qu'il y en avait eu, mais que je les avais peut-être j'étais un peu dans le déni. Mais là, quoi qu'il arrive, moi, tout ce qui se passait, c'est que je me sentais rejeté. J'avais l'impression qu'on était devenus des colocataires avec un bébé au milieu, mais je n'osais pas forcément le dire non plus parce que je voulais pas mettre de pression en fait. Et malheureusement, bah, quand je le disais aussi, bah, c'était hyper maladroit. Je ne disais pas de la bonne façon. Mm, C'était souvent en fait dans des moments de trop plein, avec un peu d'agressivité du coup dans mes mots, mm. parce que du coup j'accumulais, j'essayais de le garder pour moi et à un moment donné la cocotte minute elle explosait. Pour moi l'intimité, franchement, c'était devenu quelque chose de vraiment compliqué et d'oppressant. Alors plus je ressentais de la distance en plus de sa part, et plus ben, je demandais en fait du rapprochement parce que j'avais l'impression aussi peut-être que j'allais la perdre Mhm. derrière. J'avais aussi cette espèce d'état d'esprit que notre intimité était aussi vraiment ce ciment, comme on l'entend souvent, ce ciment de notre relation de couple. Et plus elle prenait de la distance, et plus je me disais, mais à un moment donné, elle va peut-être plus avoir envie de moi, elle va peut-être plus m'aimer, elle va peut-être me laisser. Et donc j'étais en demande. Et plus je demandais, ben ouais, bien sûr, moi, toi, tu avais envie. Exactement. Et en fait, c'est ça. Et moins j'en avais envie, et plus je culpabilisais, en fait. Pourquoi je n'avais plus de désir pour l'homme de ma vie, alors qu'il s'était rien passé, entre guillemets, de grave. On avait eu un bébé et c'était OK, en fait, c'est ce qu'on voulait. J'étais amoureuse, je le suis toujours, mais j'étais amoureuse. Et comme je disais, notre vie intime, elle allait très bien, en fait, avant ce passage, entre guillemets, des 6 mois. Et du coup, oui, et ça, on va être honnête, il m'arrivait ben, parfois d'avoir un rapport pour avoir la paix. Je sais que c'est dur à entendre, mais sans désir réel, et on en a déjà parlé avec Serge, donc je peux être honnête avec vous aujourd'hui, vous qui nous écoutez. Mais oui, il y a des moments, en fait, parce que je me sentais un peu oppressée par ces demandes, je disais bon allez ok, au moins ce sera vite fait. Et puis entre guillemets, je continue ce que j'ai à faire après. Alors par contre, je tiens à dire que, et je vais mettre les bons mots là-dessus, ce n'était pas de la contrainte, il m'obligeait pas à avoir un rapport. Il y avait pas de violence à ce moment-là. C'est juste moi de ma part en fait, il y avait pour moi une pression silencieuse parce que moi j'ai cette croyance que le devoir conjugal est vraiment important et qu'une femme, une bonne épouse, doit satisfaire au devoir conjugal. Et je me disais que si effectivement je m'éloignais physiquement de lui, c'est qu'il y avait un problème entre nous et je ne voulais pas de ça. Et pendant très longtemps, bah, l'intimité a été un sujet de dispute permanent et ça nous a éloignés quand même pendant quelques années. Quelques années. Il nous a fallu Quelques du années. temps, en fait, avant de comprendre ce que pouvait être réellement l'intimité dans un couple, sous ses différentes facettes, sous ses différentes approches. On aurait pu exploser, en fait, à bien des moments, parce que c'était vraiment un sujet hyper tendu. On n'était pas sur la même longueur d'onde, mais on a fait un choix. On s'est regardé en face. On a accepté aussi que, du coup, le lien n'était pas perdu, que le lien qu'il y avait entre nous, il était bien là, Mhm. mais qu'il avait juste besoin d'être réinventé, qu'il fallait à un moment donné faire une mise à jour de qui on était devenu en tant que parents, de comment nos corps avaient pu changer, et du coup, comme nos corps avaient changé, nos sensations n'étaient plus les mêmes, nos besoins n'étaient plus les mêmes, et vraiment se réapproprier cette nouvelle identité afin de pouvoir laisser de la place à notre intimité pour qu'elle puisse s'épanouir sous un nouveau jour, sous le jour de notre vie de couple en tant que parent, en tant que vie de famille. C'est ça. Et comme on vous l'a déjà expliqué dans un épisode précédent où on vous parlait en fait que quand on accouche, il y a réellement 3 naissances, il n'y en a pas qu'une. Si vous voulez aller l'écouter, allez-y. Et en fait, ça s'appelle le choc de devenir parent, 3 naissances.
C'est ça. 3 naissances. Le papa, la maman et l'enfant naissent en fait le même jour. Oui, même quand il y a plusieurs naissances, on se redécouvre en fait à chaque fois. Et c'est vrai que, comme dit Serge, c'est on, on, on a failli exploser, divorcer à cause aussi de ce sujet qui était là, présent. Mais on s'est fait aider, on s'est écouté, on a pleuré tous les deux On a et cherché on des a solutions. cherché des solutions. On a, on est tombé bien souvent dans nos vieux schémas, mais par contre, ce qui est sûr et certain à l'heure d'aujourd'hui, et c'est ce qu'on partage aussi avec les personnes qu'on accompagne, c'est que c'est possible de se réinventer en fait du moment où on est intentionnel pour le faire. C'est ça, ça demande vraiment à un moment donné de poser ce regard sur soi avec bienveillance et de se dire aujourd'hui, voilà ce qu'il en est, et le regarder aussi vraiment de façon factuelle, Mm. voilà ce qu'il en est, on a du mal, c'est compliqué, maintenant on veut continuer à avancer ensemble, donc quelle solution on va commencer à chercher. Je ne suis pas fautif, ce n'est pas moi qui veux que ça change, ce n'est pas moi qui veux que ça soit problématique, mais du coup maintenant, moi par contre j'ai la responsabilité de pouvoir trouver des solutions et tenter des choses pour essayer de faire en sorte que ça s'améliore. C'est ça. Avant de te partager nos 5 clés, on a envie de te dire un truc simple. Comme disait Serge, c'est vraiment pas dans ta tête. Euh, Bien souvent, c'est dans ton corps et dans celui de ton ou ta partenaire aussi. Donc c'est vraiment important de le comprendre comme ça en fait. Oui, parce que le postpartum, ce n'est pas juste une période d'adaptation, on est d'accord? C'est une révolution hormonale, physique et psychique. Une révolution, donc tout ce que ça implique derrière. Il C'est ça. faut vraiment aussi être bienveillant envers soi par rapport à ça. Côté maman, par exemple, après la naissance, alors déjà, pendant la grossesse, on le sait maintenant, le cerveau de la femme change, Oh se oui. modifie pour pouvoir être en connexion et en lien encore plus avec son enfant. Donc le cerveau déjà il va changer et après la naissance, il y a ben on le sait, vous le savez sûrement, il y a une chute brutale en fait des hormones que ce soit l'oestrogène et la progestérone, dur à dire ce mot. Il y a une montée de la prolactine, par exemple, si vous allaitez, et qui fait baisser la libido. Il peut avoir aussi un moment de sécheresse vaginale. Il peut y avoir le fait aussi que du coup, vous avez eu une césarienne et ça peut ben, changer les choses. Vous avez peut-être des douleurs au niveau de votre bassin, au niveau de votre dos, de votre mobilité. Avec les nuits perdues, etc., on sait qu'il y a la fatigue chronique qui est là. C'est pas juste un moment, c'est vraiment une fatigue qui dure sur le long terme, même quand vous dormez. Il peut y avoir un bouleversement de l'image corporelle qu'on a. Moi, je me rappelle encore qu'à chaque fois que je voyais une vergeture arriver, oui, vous allez me dire, mais c'est rien une vergeture, mais pour moi, c'était tout mon univers physique que j'avais dans ma tête qui s'écroulait totalement. Oui, Et ça, et même après l'accouchement, du coup, quand tu te croisais dans le miroir, tu n'avais pas forcément aussi cette image que tu avais de toi. parce que en fait, j'avais, tu sais, moi je pensais retrouver le corps que j'avais après la naissance, c'est-à-dire que j'étais toute fine et que j'avais plus de ventre, alors qu'après l'accouchement, bah, tu as quand même encore ce bidou bah, qui est là, qui est vide, mais un bidou de grossesse quand même qui est présent. Et il faut se réconcilier avec sa propre image corporelle avant de pouvoir se livrer pour moi à l'autre. Il y a aussi la fameuse charge mentale qui est présente, qui est bien souvent invisible, mais Mais qui est qui là. est là par rapport aux injonctions aussi qu'on a, nous, de notre, de la société, de notre éducation, de notre histoire, etc. Et il y a plein de choses, en fait, qui rentrent en jeu pour pouvoir faire quelque chose par rapport à notre intimité. C'est pas juste, en fait, tiens, j'ai accouché, c'est bon, hop, on est reparti. C'est ça. Et moi aussi, souvent dans les ateliers, c'est cette approche en fait de la sexualité qui est différente entre l'homme et la femme. Aussi bien l'homme peut démarrer au quart de tour, en fait, il suffit qu'il aperçoive sa conjointe, sa compagne, du coup, en petite tenue ou quoi, et que du coup, tout de suite, ça commence à s'emballer dans le corps et voilà. Alors que la femme, effectivement, ben, elle a besoin de beaucoup plus de temps, en fait, que ce soit des choses qui soient semées au fur et à mesure, par exemple, de la journée. Donc, il y a cette approche-là aussi qui est totalement différente. En plus, chez les papas,
Même si on en parle peu, il faut savoir que au niveau hormonal aussi, il y a des bouleversements. Plus un papa est impliqué du coup dans le quotidien avec bébé, dans son quotidien de vie de famille, ben, il peut y avoir une baisse de la testostérone. Il y a également une augmentation du coup de l'oestrogène, parce que c'est une hormone qui permet de prendre soin de l'enfant. Donc, L'ocytocine aussi. et de l'ocytocine. Donc, j'ai Résultat, vu. du coup, ben, il y a moins de libido, mais beaucoup plus de sensibilité émotionnelle, et du coup, il y a aussi plus de présence. Mais la libido, effectivement, est affectée par ce qui se passe. Donc, on peut ne plus avoir de désir, ne plus avoir d'envie comme c'était au départ. Et ça peut Donc, être déroutant, je pense, c'est pour ça, eux, c'est hein. beau, mais c'est aussi hyper Toi qui déroutant. accompagnes les papas depuis... Oh, ça fait 8 ans. Ça fait 8 ans. Ça fait 8 ans maintenant, ça y est, j'ai décalé, mais ça fait 8 ans, je sais en fait C'est ce souvent quelque chose que... qui revient parce il y a certains hommes qui se disent, mais est-ce que c'est normal que j'ai plus de désir pour ma compagne? Est-ce que c'est normal que je j'ai plus envie de la toucher ou j'ai et que du coup voilà quoi, pour le moment il y a pas ça en fait. Et oui, ça fait partie du processus, que ce soit pendant la grossesse, du processus de nidation ou que ce soit après l'arrivée de bébé, du processus de construction du foyer, de la prise de soin de l'enfant. Donc c'est tout à fait normal, mais on n'en parle pas assez souvent. Donc les hommes peuvent souvent se retrouver un peu perdus parce qu'ils se demandent peut-être, ça vient toucher leur virilité. Est-ce que c'est Leur normal? identité. C'est ça. Et du coup, et comme souvent chez l'homme, on peut associer du coup le désir sexuel aussi à l'amour, parce que du coup, voilà, c'est souvent quelque chose qu'on a beaucoup corrélé dans notre petite enfance, selon l'éducation qu'on a eue. Donc, si on n'a plus de désir sexuel, est-ce qu'on aime encore? Alors que ça n'a rien à voir, d'accord? On aime quelqu'un, c'est quelque chose de choix. Aimer, c'est un verbe d'action. L'intimité Et et la l'intimité, sexualité, la sexualité, c'est la cerise sur le gâteau. c'est ça, c'est la cerise sur le gâteau. Et encore, elle a encore une fois de multiples facettes C'est ça. qu'on va aborder dans la suite. Et au milieu de tout ça, ben, on croit que l'intimité ben, va peut-être revenir comme avant, tu sais, Avant. spoiler, alerte. Elle ne revient pas comme avant. Elle se reconstruit autrement. Avec intention, on le répétera encore, avec tendresse et avec de nouveaux repères, justement. Et du coup, ben, on va partager avec On vous va aborder les les clés que 5 nous-mêmes, clés. on a appris à mettre en place par rapport à notre intimité à nous et celle aussi qu'on partage avec les couples et qui fonctionnent. Qui fonctionnent. Ce sont des choses que nous-mêmes, on a mis en pratique, effectivement, avant tout, dans notre propre vie de couple. Et bah, je vais commencer du coup avec la clé Vas-y, numéro un, je te laisse faire. le contact sans attente. Alors, ça peut paraître flou, mais dans les faits, c'est quoi? Bah, c'est que beaucoup de femmes, en tout cas, qu'on accompagne, nous disent, je ne supporte plus qu'on me touche. Martine vous a dit, elle-même, Mhm. elle ne supportait plus que je la touche, que je l'approche. Mais parce que du coup, à chaque fois, elle avait l'impression que derrière le toucher, il y a une attente implicite. Ouais, Et c'est, souvent, c'est ce qui se je passe. te fais un câlin ou entre guillemets, je te masse, mais derrière, s'il te plaît, C'est ça. Un allez, petit un petit rapprochement, rapprochement, un petit rapport vite fait. c'est ça. Donc c'est vrai que ça peut être oppressant. Ça peut être quelque chose qui peut devenir oppressant, alors que parfois, c'est pas forcément l'intention qu'on a au Mhm. départ, mais que ça peut le devenir. Donc, la clé, c'est vraiment de pouvoir instaurer un geste d'ancrage sans but, comme une main posée, un câlin silencieux ou un massage sans suite. Je sais que Martine, elle, par exemple, un truc qu'elle apprécie, elle aime que je lui masse le mollet. Donc, la première fois que je lui ai fait ça, je me rappelle, du coup, je me suis assis, j'avais mis un peu d'huile sur mes mains, j'ai commencé à masser un peu, du coup, ses mollets. Donc, et ça l'a beaucoup touchée, du coup, elle a été émue. Et il s'est rien passé d'autre que ça. J'étais fatiguée et c'est devenu vraiment un ancrage en fait quand je ne vais pas bien et Je que sais qu'il faut que j'ai au moins une main sur le émotionnellement, mollet. c'est ça, et qu'émotionnellement c'est compliqué ou que j'ai des trucs comme ça. Ouais, c'est devenu un geste d'intimité, de rapprochement et de lien qui fait du bien. Mais je sais que derrière, il attend pas à ce qu'on ait un rapport sexuel C'est derrière. Et ça. c'est juste magique. C'est un pont créé de cœur à cœur, sans avoir à mettre de pression derrière. Donc, je vous encourage à tester peut-être ce soir déjà ce fameux contact, ce moment de contact gratuit, Trop de pub. sans attente derrière, sans pression, sans suite. Donc, juste oser du coup poser cette présence. Ouais. La clé numéro 2 qu'on veut vous partager, c'est de réveiller les 5 sens. Euh, le corps postpartum
et même après a besoin de douceur et de lenteur. Parce qu'après l'accouchement, beaucoup de femmes ne sont ni prêtes physiquement, ni disponibles mentalement pour une sexualité pénétrative. Mais ça ne veut pas dire qu'il n'y a plus de désir, de lien, de proximité ou de douceur. Et c'est là que l'intimité non sexuelle, mais profondément sensuelle, devient essentielle. Il n'y a pas de performance, il n'y a pas d'objectif. Il n'y a pas non plus une bonne manière, en fait, d'aimer. Il y a la vôtre. Euh, Catherine Solano, sexologue, dit quand l'un des deux ne se sent pas prêt pour un rapport sexuel, l'autre peut proposer une nouvelle manière de faire l'amour, plus douce, plus créative, plus tournée en fait vers l'écoute. Cela se passe par exemple, la découverte des zones érogènes postpartum qui peuvent changer par rapport à celles que vous y aviez avant. Oui, les zones érogènes, ça change, ok? Ça évolue Ça a comme été l'eau. prouvé. L'utilisation du non-verbal, du sensoriel, du lent, l'acceptation que le plaisir n'est pas forcément simultané. Ça aussi, c'est quelque chose à comprendre. Le plaisir n'est pas forcément simultané ni symétrique. Et moi, j'aimerais vous donner cette image. On en a parlé avec Serge tout à l'heure. Non, vas-y, partage-la. J'aime bien, en fait, quand tu le fais. En fait, il y a tellement de façons de pouvoir se faire ressentir du plaisir, et notamment au niveau de la sensualité. Donc, nos sens sont vraiment là pour pouvoir nous permettre aussi d'atteindre parfois ces moments d'extase. Et moi, il y a une référence, en fait, que j'ai fortement, c'est un film qu'on a vu avec Martine, je ne sais pas si vous avez la ref, 40 jours, 40 nuits. Donc, c'est une comédie. Je vous invite à aller le regarder, du coup, si vous ne le connaissez pas, parce que franchement, c'est vraiment sympa. Donc, l'histoire, concrètement, c'est un gars qui fait vœu d'abstinence. Donc, aucun rapport physique pendant 40 jours, 40 nuits. Et en fait, il y a une scène particulière à un moment, en fait, dans le film où il est profondément amoureux d'une fille et ils ont sans Intime. un rapport intime, Mhm. sans aucun contact physique direct. Il va utiliser une fleur, il va utiliser un pétale de fleur, Son il souffle. va utiliser son souffle, il va y avoir juste ce rapprochement, mais sans contact. Et ô combien, du coup, quand on l'a vu la première fois avec Martin, on s'est dit, mais waouh, mais en fait, c'est tellement fort. Bon, on a expérimenté une partie de cette scène, et franchement, les sensations, elles sont extrêmes, et ça montre bien que il n'y a pas besoin que du coït, il n'y a pas besoin que de la pénétration. Quand on parle de sexualité, ça ne se résume pas à ça, quoi. Et là, on va plus parler de sensualité. C'est vraiment des moments d'intimité où tu vas redécouvrir l'autre avec tes sens. Tu peux, par exemple, à un moment, prendre de l'huile qui a un parfum particulier, euh, qui sent, par exemple, l'huile de monoeil, juste pour ça, ça sent les vacances, tu as l'impression de t'évader. Et juste, en fait, de passer cette huile-là dans le dos de ta partenaire, ça va lui permettre, en fait, de se relâcher déjà. Et en fait, tu vas prendre le temps de découvrir chacune des parties de son corps autrement. C'est caresser, c'est avec douceur, c'est pas ouais, je veux pénétrer parce que c'est comme ça et que c'est comme ça qu'on atteint l'orgasme. Pas du tout. C'est vraiment prendre le temps de redécouvrir le corps de sa partenaire, de son partenaire aussi, parce que le corps de la femme, il a changé pendant la grossesse, donc redécouvrir cette part-là d'elle. Et je pense que ça guérirait en fait beaucoup de maux que peuvent vivre les femmes aussi à travers ça. Ça peut être de prendre le temps de se bander les yeux et juste ouais, de se toucher, de savoir, ok, là c'est ton visage, il a changé, tiens, il y a cette partie-là, etc. Euh, Si là, on a parlé du toucher, on a parlé de l'odorat, on a parlé de l'ouïe, on peut avoir une musique qui nous rappelle des bons moments, des moments qu'on a vécu fortement et qui peut nous emmener à une autre part de désir, en Tout à fait. fait. Après, il y a la vue, bien sûr, c'est mettre des tenues, du coup, s'apprêter. Donc, au niveau visuel,
Il y a également beaucoup de choses qui peuvent se transmettre en termes de sensualité. Mhm. Donc, du coup, voilà, il y a vraiment de multiples façons de pouvoir appréhender cette clé-là. On vous laisse justement pouvoir vous l'approprier et le mettre en place. La clé numéro 3, c'est prépare le terrain tout au long de la journée. Là, je parle particulièrement aux hommes, du coup, à ce moment-là. Comme je disais tout à l'heure, alors vraiment, l'exemple, c'est l'homme est comme la lampe magique d'Aladin. Il suffit de frotter la lampe, le génie il est prêt à sortir tout de suite et il est opérationnel. D'accord? On va pas se mentir là-dessus. Même si, comme j'ai dit, voilà, les hormones, ça peut changer, mais en général, on est assez physique, assez Et tactile. visuel. Et la femme, Mhm. par contre, est plus comme une lampe à huile. Et comme toute lampe à huile, avant de pouvoir allumer la flamme, il faut d'abord justement avoir préparé un terrain, semer du grain, faire cultiver un fruit dans lequel on va retirer l'huile, cette huile qui va permettre d'alimenter la lampe pour enfin pouvoir allumer la mèche par la suite. Donc c'est un processus qui commence dès le matin au réveil par un petit bisou le matin au réveil, un petit mot laissé, par le fait de soulager la charge mentale, le fait d'avoir une intention dans la journée, envoyer un petit message pour dire je t'aime, faire la vaisselle quand on rentre, s'occuper des enfants, éventuellement avoir commandé à manger ou préparé le repas. Toutes ces petites attentions, en fait, ça fait partie aussi de ce processus de l'intimité. Parce que l'intimité aura plus de, comment dire ça, de qualité une fois que toutes ces petites choses-là aussi auront été mises autour, parce que finalement, on montrera à quel point on est intentionnel dans cette intimité-là, on montrera à quel point l'autre est important à nos yeux dans le fait de préparer justement ce terrain. Et nous-mêmes, on va se mettre en condition aussi pour se dire, mais là, je laisse pas le truc tomber et je me dis pas que c'est du pain tout cuit dans l'assiette, mais j'ai été aussi acteur et co-acteur justement de ce moment de plaisir qu'on va partager sous toutes les formes qu'il peut avoir. Mais ô combien il faut savoir justement avoir à l'œil ce petit préparer le terrain, parce que des fois, encore, on peut prendre les choses pour acquis, alors que il est bon de se renouveler chaque jour. Mhm. La clé numéro 4, on le sait, elle peut être déstabilisante, c'est de planifier vos moments d'intimité. Comment Parce ça? on nous dit toujours, ouais, mais tu te rends compte, j'ai pas le temps, on n'a pas le temps, on a ci à faire, on a ça à faire, il y a les enfants, il y a le boulot, il y a les tâches, etc. Et entre guillemets, on se dit, oui, ben, quand l'autre va faire un geste, tiens, en fait, ça va se mettre en action. Sauf que bien souvent, ça passe. Le temps passe, le temps file et on se dit mince, bah, la semaine est passée, il n'y a rien eu. La semaine d'après est passée, il n'y a rien eu. Et c'est vraiment contre-intuitif parce que on a souvent cette croyance que le romantisme doit se mettre en place comme ça, naturellement. Ben oui, c'est la Que magie. l'intimité, ouais, ça doit être comme ça, une baguette magique, tic tic. Bon, c'est vrai qu'au début, quand pour séduire, etc., il y avait quelque chose de, entre guillemets, d'instantané. Mais là, on était dans le feu. Là, c'est pas pareil. Là, vous venez d'accueillir un enfant. Vos journées sont bouleversées. Votre corps est bouleversé. Votre vie en elle-même a besoin d'un temps, en fait, de Adaptation. réadaptation. Donc, planifier. De un, ça enlève la pression. Ça crée de l'espace-temps parce qu'on est intentionnel dans le fait de faire chérie, ok, tu sais quoi, on va planifier un moment à deux, on va planifier notre moment. Quand est-ce que tu es libre? Donc l'homme, il sait du coup que, bah voilà, à tel moment, il doit se libérer pour ça et c'est un rendez-vous comme si vous étiez à un rendez-vous professionnel, ok? C'est pas genre, ouais, ben c'est pas grave, elle va comprendre. On ne comprend pas, ok? Il faut comprendre ça aussi. On ne comprend pas que nos moments de couple passent après le boulot. Ça, c'est pas forcément vrai, ok? Par contre, ça permet de se préparer. Et si, comme vous faites dans la clé numéro 3, vous préparez le terrain avant, vous envoyez un petit message, vous dites à votre chérie, regarde chérie, j'ai préparé une petite tenue, ou tiens, je t'emmène, qu'est-ce que tu as envie de comme dessert ce soir? Tiens, on va préparer ça ensemble, etc. Ça emmène une
comment dire, bah, des petits papillons dans le ventre. On se prépare toute la journée, notre cerveau se câble en fait pour avoir ce moment d'intimité-là. Et c'est beaucoup plus facile de d'arriver dans l'espace-temps qu'on a envie de construire et d'être juste dans le lâcher-prise en fait. C'est ça. Parfois, on peut penser que planifier enlève la magie, que c'est on planifie quand on est au niveau professionnel justement parce que c'est important, ça doit être carré. Et vraiment, je reviens là-dessus, comme si planifier enlève la magie. Alors que pas du tout. C'est totalement même l'opposé, je dirais. Parce que quand on planifie quelque chose, justement, on laisse de l'espace pour que la magie puisse opérer. On laisse la possibilité à la magie de pouvoir se révéler dans le moment qu'on a planifié et pour pouvoir le vivre C'est pleinement, justement. Donc, franchement, planifier ces moments à deux, c'est vraiment un point de départ qui va aider l'intimité à reprendre place au fur et à mesure. Et là, vous allez me dire, oui, mais comment je fais bah là, on a des tout petits loulous, on planifie comment hein, ils dorment à je ne sais pas quelle heure, etc. Soyez créatifs. Vous arrivez bien vous arriviez bien à trouver de l'espace, que ce soit dans votre maison, que ce soit dans la chambre, etc. Et ça permet aussi, quand vous planifiez, de dire, OK, bah, tu sais quoi? Oui, à ce moment-là, j'aurais peut-être besoin de mamie, de papy, d'une tati, pour enlever les enfants de la maison. Et s'ils sont à la maison, de se dire, OK, bah, si c'est pas une heure précise, ça peut être à un moment. C'est-à-dire que quand les enfants vont au lit, nous, on va créer ce moment d'intimité. Comprenez un peu? OK. On passe à la clé numéro 5 est 5 la dernière clé et du la coup, dernière clé. et une clé puissante, parce que ça peut aussi parfois être déroutant, mais on a le droit de dire non avec amour. Oh, Parce parce que que dire oui à contre-cœur, du coup, ça fait plus de dégâts. Encore une fois, Martine l'a dit, c'est vraiment ce qu'on a vécu nous au début. Elle disait oui, mais à contre-cœur. Elle n'osait pas me dire qu'elle n'avait pas envie parce qu'elle pensait que c'était son devoir conjugal. Et effectivement, comme moi, j'étais aussi dans cette attente, ce besoin, je ne cherchais pas vraiment à savoir si c'était à contre-cœur ou pas. Bah oui, j'étais content en fait bah, qu'elle me dise oui, donc je me contentais de ça. Et c'est là finalement, au fur et à mesure, que le lien se détériore et que le couple commence à créer de la distance. Et ayez en fait une phrase douce et claire pour pouvoir exprimer un non sans blesser l'autre. Par exemple, toi, tu me disais, je veux un câlin, mais pas plus. c'est Tu ça, prends-moi dans tes bras, mais surtout voilà, c'est pas mais plus pas loin. plus, c'est ça. Et c'est vrai qu'au début, oui, ça a été difficile à mettre en place parce que moi-même, j'étais pas claire en fait dans ce que j'attendais. Et plus j'ai été claire en fait dans ce que j'attendais de ces moments-là, et plus ça a été simple pour lui aussi de se connecter à mes besoins, à moi, à me connecter aux siens. Et en fait, ça emmène quelque chose de beaucoup plus simple et Plus doux. léger. Ouais, plus léger, je dirais ça comme Il y ça. a moins de poids du coup, j'avais moins ce sentiment de rejet. J'avais pas peur du coup de perdre son amour parce que finalement c'était clair. Elle avait besoin de tendresse et non pas de sexualité. Donc comme les mots justes étaient posés, je savais à quoi m'attendre et je j'étais pas peu à peu j'ai appris à ne pas être dans l'espérance justement que ça puisse déboucher sur de la sexualité concrète avec pénétration quoi. Ouais. Donc, à tester, donc trouver ensemble un Ouais, code c'est clair. douceur, une phrase du coup pour dire pas maintenant, mais je t'aime. Ouais, c'est ça. Euh, et en fait, ce qu'on voit en fait, les couples qui retrouvent leur intimité sans pression sexuelle renforcent le lien. Et dans les études qui ont été faites par rapport à l'Institut de Gottman, c'est vraiment ça qu'on voit. Les couples qui parlent ouvertement de leur lien intime respectent le rythme de chacun et explorent des formes non classiques, si je peux dire ça comme ça, d'intimité, non coïtale, non pénétrative, non génitale, ont une satisfaction relationnelle bien plus élevée à long terme, en fait. Oui, ça aide vraiment sur le long terme. Et après, si je peux rajouter, mesdames, c'est vrai que bien souvent, avec la pression qu'on a au quotidien, c'est difficile en fait de se lâcher.
Mais il y a une de nos mentors qu'on aime beaucoup écouter et qui est sexologue, thérapeute et qui disait, mais vous savez, il y a plusieurs manières, en fait, même si vous voulez avoir un rapport intime, il y a plusieurs manières de le faire. Vous avez, ça je rigole déjà, vous avez le fast-food, Comme chez McDo, comme chez McDo ou chez Quick. le petit coup On fait vite pas de fait. pub, mais voilà. Vous avez le petit coup vite fait qui est celui où vous allez juste parce que votre partenaire vous l'aimez et il y a aussi ce besoin physique de Se se connecter. soulager, de se connecter, mais vous n'avez pas forcément le temps, bah vous pouvez, oui, vous masturber l'un et l'autre et puis passer à quelque chose qui n'a pas forcément de préparation au préalable. Le fast-food. Après le fast-food, vous avez le repas maison. Comme on dit pour le repas maison, c'est vraiment quelque chose qui vous permet en fait d'avoir une petite préparation avec les petits préliminaires. Vous êtes chez vous, vous vous détendez, vous pouvez mettre de la musique, C'est planifié. c'est planifié comme vous l'a conseillé, recommandé auparavant. Et puis en fait, vous êtes là tous les deux et vous avez ce moment d'intimité et ça va un petit peu plus loin. Et après, Il y a le repas gastronomique. le repas gastronomique qu'on aimerait tous avoir à chaque fois, être dans un hôtel, avoir les préliminaires, avoir la faim, les câlins, la douceur, La belle robe, la la belle bougie, robe, le bouquet. le striptease, enfin bref, peu importe. Mais c'est trois manières en fait d'emmener la relation et le rapport dans la sexualité qui sont différentes. Donc vous pouvez en fait trouver à chaque fois un moyen de vous faire plaisir aussi. Parce que l'intimité, c'est ça. C'est créer le lien, c'est créer du plaisir, c'est créer de la joie, de l'intentionnalité. Et c'est vrai que ça permet aussi de déculpabiliser, de s'enlever cette pression, de se dire, purée, là, faut penser au préliminaire, faut penser à faire ça, faut penser que, oui, il y a le préchauffage, etc., etc. Alors qu'à un moment, juste de s'enlever cette pression-là, ça peut revenir à quelque chose de beaucoup plus simple et sain. C'est ça, parce que oui, dans une vie de parent qui va à 100 à l'heure, effectivement, on n'a pas toujours ni le temps, ni l'espace, ni l'énergie pour pouvoir, à chaque instant qu'on doit envisager une intimité, un rapport sexuel ou quoi, tout mettre en place. Maintenant, en résumé, du coup, de ce qu'on a pu dire du coup dans ce podcast, ce qu'il faut garder, c'est que l'intimité commence bien avant le sexe, finalement, d'accord? Que le corps et le cœur ont besoin de douceur et non pas de pression, que le toucher non sexuel est souvent le prélude nécessaire à la reconnexion sexuelle. On peut avoir une vie intime épanouie sans rapport sexuel pendant un temps. C'est possible, d'accord? On l'a dit. Et si vous voyez que vous avez des difficultés, que ça dure dans le temps et que vous êtes malheureux et pas épanoui, on vous invite vraiment à aller voir des professionnels qui Pour en peuvent parler. vous aider à débloquer certaines choses. Et enfin, du coup, à retenir, le plaisir peut être réinventé autrement, verbalement, tactilement, émotionnellement. Tu vois, retrouver l'intimité après bébé, ce n'est pas un retour en arrière. C'est une création, une nouvelle danse, à deux. Et si tu sens que c'est encore flou ou trop lent, c'est normal. L'essentiel, en fait, c'est de faire un pas, un contact, un geste et de continuer à choisir l'autre, même différemment. Ces 5 clés, ce sont celles qu'on donne, nous, en tout cas, dans notre parcours, Vitaminise ton couple, parce qu'on sait que le lien, ça se nourrit et que l'intimité, c'est un terreau, pas une case à cocher. Exactement. Si tu veux aller plus loin avec nous, pour retrouver de la joie, du désir, du lien dans ton couple, on t'attend. Que ce soit
pour nous poser des questions, mettre des commentaires sous cet épisode-là, nous partager ce que tu vis. Tu peux venir nous parler en DM dans notre Instagram, Le Bon Pas Parentalité. On sera ravis de pouvoir répondre à tes questions et t'orienter de comment on peut t'aider dans ta vie de couple après l'arrivée de bébé. On t'attend, mais pour l'instant, commence avec ces petits pas qu'on t'a partagés déjà. Commence à mettre en place ce que tu as pu entendre et vois ce que cela pourra apporter de nouveau comme dynamique dans ton quotidien. Voilà, on arrive à la fin de l'épisode. On vous dit à très vite dans Chérie pose le doudou. Et d'ici là, touche, regarde, remercie, partage. C'est peut-être là que ça recommence.